C'est une maquette, hein. C'est pas vraiment mes couverts. Voilà, c'est des modèles réduits dans l'herbe. D'accord. Effectivement, vous parlez de la situation en France, de ce que du travail qu'a fait l'association APAD à la demande d'ailleurs du ministère, pour identifier les freins et les leviers qui pourraient permettre de booster le développement de l'agriculture de conservation des sols en France. Voilà, c'est ce que je vais vous présenter avec un petit peu d'introduction. Comme ça s'entend un peu dans mon accent, je ne suis pas du coin, je viens du Nord, mais c'est pas un paysan des grandes plaines céréalières qui vous parle. Là, j'ai mis une photo, ça c'est chez moi, on souffre aussi de la sécheresse, je suis sur des argilo-calcaires superficiels. Ça c'était au mois de juin 2014, dans un de mes champs, je ne sais pas si vous voyez bien les damiers là. Ça aussi, ça existe dans des régions, ça c'est en Bourgogne, moi je suis agriculteur en Côte d'Or, à 50 km au nord-ouest de Dijon, et je pratique le semi-direct sous couvert depuis 2008. Voilà. Alors, l'agriculture de conservation des sols dont on parle à l'APAD, c'est bien celle dont on a parlé, mais je fais aujourd'hui, mais je fais juste cette précision-là, hein, pour être clair. C'est vrai, ces trois piliers, c'est abandon du travail du sol, semi-direct, la couverture permanente, qui n'est possible que si on abandonne le travail du sol. À partir du moment où on commence à travailler un petit peu, forcément, on n'est pas couvert toute l'année. Et puis, bien sûr, ce troisième pilier qui va avec, c'est la rotation et la diversification des cultures, dans la mesure où on considère que le couvert végétal, c'est une culture à part entière. Dans des régions comme la mienne, où on n'a pas beaucoup de choix de diversification, parce que le potentiel de sol est un peu faible, c'est vrai qu'on mise tout pour apporter de la diversité sur les couverts végétaux. Voilà. Donc ça, c'était juste pour rappeler qu'on parlait bien de ça à l'APAD, avec les bénéfices dont on a parlé. Donc là-dessus, je passe vite. Quelques mots juste sur l'APAD, parce qu'on en parle, mais peut-être que vous ne savez pas tous ce qu'est l'APAD. Donc l'APAD, Association pour la promotion d'une agriculture durable, c'est une association d'agriculteurs. Ça représente à peu près aujourd'hui 400 agriculteurs en France, répartis dans 9 associations régionales. Alors on ne couvre pas tout à fait tout le territoire, mais voilà, on est parti, on a relancé l'APAD il y a 5 ans. Il y a 5 ans, peut-être une douzaine. Et puis depuis, voilà, on a essaimé, et notamment dans le sud-ouest avec Clé de Sol et Soléo en Ségala. Voilà, on s'implante aussi dans ces régions-là, et c'est très bien. Et ça permet, notamment quand on discute avec des instances politiques, de pouvoir dire l'agriculture de conservation des sols, c'est pas juste une bande de luberlus dans un coin, voilà, c'est un réseau, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur, qui se structure, et pour faire ça, voilà, il faut aussi pouvoir s'appuyer sur les associations régionales, les groupes d'agriculteurs, et l'un nourrit l'autre, et réciproquement. C'est-à-dire que les associations régionales, les groupes d'agriculteurs bénéficient du travail qui est fait au niveau national, et nous aussi, au niveau national, on bénéficie du travail fait en région. Voilà comment c'est réparti un petit peu en France. Nos missions, les 4 là, on aide à l'animation des groupes d'agriculteurs. Parce qu'on a fait le choix de se professionnaliser, parce que quand on est uniquement sur une base de bénévolat, on s'épuise vite. Donc il faut pouvoir dégager des moyens pour s'animer, pour faire de l'expérimentation, se former. Et pour ça, il faut monter des projets avec des collectivités, avec à la clé du financement. Là-dessus, il y a une dynamique, et l'exemple qui était apporté par François
ce matin, qui débouche sur, après 4 ans d'un projet CASDAR qui était financé avec une enveloppe avec les compléments des collectivités à hauteur de 250 000 €, ça permet réellement de démarrer une dynamique. Et voilà, il faut des projets, et on aide au montage de projets, des groupes, pour pouvoir se donner les moyens d'avancer. Ensuite, il y a tout l'aspect sensibilisation, pour participer à des journées comme celle-là et en organiser pour pouvoir expliquer pourquoi on pense que l'agriculture de conservation des sols est vraiment un modèle d'agriculture durable qui est une agriculture du futur, comme on dit en brésilien, mais je ne le dirai pas. Voilà. Et puis, le quatrième objectif, qui n'est pas des moindres, c'est qu'effectivement, on pense, nous, à la PAD, que si on veut que les choses bougent, il faut qu'il y ait des signaux politiques réels qui encouragent ce type d'agriculture. On a entendu qu'aux États-Unis, voilà, il y a des programmes qui existent à la fois pour inciter, mais aussi pour récompenser. En France, en Europe, il y a déjà dans certaines régions des choses qui existent. En France, ce n'est pas le cas. Donc il faut travailler avec les pouvoirs publics pour dire, oui, il faut nous aider à développer ça, et il faut nous encourager par des politiques adaptées. On verra un petit peu ce que ça veut dire dans la suite. Et puis, les partenaires avec lesquels on travaille, la salle Beauvais, c'est une école d'ingénieurs au-dessus de Paris. TRAM, c'est une association qui regroupe différents réseaux, agriculteurs, salariés agricoles, composteurs, méthaniseurs, dans laquelle la PAD a pris sa place. L'ECAF, c'est la Fédération européenne. Le ministère, c'est vrai qu'on travaille de plus en plus en direct. Le GECAN, Ricardo en a parlé, c'est un point important. Voilà. Je ne vais pas citer tout le monde, sinon ça fait un peu liste à l'après-vert. Justement, par rapport au GECAN, parce que quand même, ça c'est une initiative sur laquelle on a beaucoup travaillé, avec l'aide de gens comme Ricardo, je suis un peu sensible. Voilà. Il y a besoin d'un mouvement, y compris au niveau international, pour montrer que l'agriculture de conservation des sols, voilà, c'est aussi fédéré, et il faut porter le même message un peu partout et s'appuyer les uns sur les autres avec les bonnes expériences. Et donc ce GECAN, il est essentiel pour nous pour pouvoir être plus crédible, y compris vis-à-vis des pouvoirs publics en France, et pouvoir utiliser les bonnes expériences, observer ce qui est fait un peu partout dans le monde et partager là-dessus. Donc les partages qui sont vrais entre petites régions en France, c'est vrai aussi entre les différents territoires et les différents continents. Voilà. Bon, on était à la COP21, c'était les seuls agriculteurs présents. Nous, on a tenu un stand à la COP21 pendant 10 jours pour dire à quel point l'agriculture de conservation des sols, décidément, je ne vais pas y arriver, c'est vraiment une bonne réponse au défi du changement climatique, tant parce qu'on réduit les émissions de gaz à effet de serre, Jean-Pierre l'a rappelé, mais aussi parce que on stocke du carbone. Alors, même si, effectivement, selon les résultats, on n'a pas toujours les experts ou les scientifiques s'attrapent parfois là-dessus, n'empêche que nous, sur nos exploitations, François en témoignait, voilà, c'est ce qu'on observe régulièrement chez nos adhérents. Il y a des vraies augmentations du taux de matière organique, donc il me semble que forcément il y a du carbone à la clé. Voilà, alors ça on en a déjà parlé, donc moi mes chiffres ils datent un peu, mais le taux l'évolution de la courbe de l'agriculture de conservation dans le monde, là-dessus, je passe aussi, parce que Jean-Pierre l'avait dit, le fait qu'on peut faire de l'agriculture de conservation partout dans le monde. Bon, probablement que si c'est vrai partout dans le monde, ça doit être un peu vrai partout en France. On va dire ça. Et voilà, le camembert dont Jean-Pierre a parlé aussi, où c'était pas comme ça, mais ça revenait un peu au même, c'est qu'en Europe,
si c'est peut-être 2% ou 1%, dans tous les cas, on ne va pas se battre sur ces chiffres-là. On est un peu limité, alors que au Brésil, voilà, la courbe de progression elle a été assez fulgurante. Bon. Et nous, la question c'est ça, effectivement, nous, pourquoi on est si lent, pourquoi on n'est qu'à 1 ou 2% de vraie agriculture de conservation des sols en France. Et on a fait ce travail d'identification des freins et de réflexion sur les leviers qu'on peut mettre en route pour faire changer les choses. Donc à la demande du ministère, on a un ministre qui s'appelle Stéphane Le Foll, dont il faut lui donner crédit d'avoir, par le projet agroécologique, il est assez décrié par ailleurs, on peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'il a fait. En tous les cas, en ce qui me concerne, moi je lui suis reconnaissant d'avoir porté une ambition d'évolution de l'agriculture et d'avoir donné cette impulsion qui permet effectivement de pouvoir parler ouvertement d'agriculture de conservation des sols et ne pas être obligé de se cacher comme si c'était un gros mot, ce qui était un peu le cas encore il y a 4 ou 5 ans. Et quand on voit fleurir tous les articles dans la presse agricole, on se dit bien qui parlent de semi-direct couvert ou d'agriculture de conservation des sols, on se dit bien qu'il y a un mouvement de fond qui est en route, quoi. Et ça, c'est important. Donc, c'est le ministère qui nous a demandé de travailler là-dessus. J'y vais directement. Et on a travaillé ça, quelques-uns dans la salle, j'ai vu, étaient là lors de notre assemblée générale au mois de février dans le Loiret. Mais on l'a fait aussi en sollicitant tous les groupes. Donc on a demandé à nos groupes de faire un travail, un exercice participatif. Ça, c'était en février. Et d'identifier les freins sur 5 thématiques au niveau, ça c'est sur la gauche, au niveau économique, sociologique, agronomique, réglementaire, et puis au niveau communication, si on veut bien, enfin visibilité, reconnaissance de l'agriculture de conservation des sols, et les leviers identifiés. Alors, là ils sont synthétisés, mais je vais les reprendre un peu plus loin. En ce qui concerne les freins sociologiques, ça m'intéresse si je ne suis pas trop long, donc je sais pas, j'ai combien de temps? Il me reste un. Voilà, bon, alors, parce que ça m'intéresse aussi que vous puissiez complémenter, parce qu'on n'a peut-être pas tout dit. Mais globalement, on disait que l'agriculture de conservation des sols, elle est trop peu connue et reconnue en tant que telle. On a besoin de mettre un nom sur ce système d'agriculture, cette agriculture, ce modèle d'agriculture, et qu'elle soit réellement reconnue, y compris dans des textes réglementaires, voilà, qu'on puisse parler d'agriculture de conservation des sols. Voilà, aujourd'hui, c'est pas le cas. Et manifestement, il y a un déficit d'image, de connaissance, de visibilité, de reconnaissance, en particulier dans les administrations, agences de l'eau, DRAF. Quand on va parler à ces gens-là, souvent on a une bonne oreille, parce que dès qu'on commence à expliquer ce qu'on fait et pourquoi, ça fait tilt. Oui, c'est du bon sens, ça va dans le bon sens, sauf que c'est rarement bien... c'est rare les gens qui connaissent, donc il y a vraiment un travail là-dessus. Un contexte socio-professionnel qui ne favorise pas réellement l'agriculture de conservation des sols, à la fois dans l'entourage, parce que c'est nouveau, que c'est bizarre, que les champs, un blé semé après un couvert, ça ressemble à rien, voilà, qu'il faut changer son regard, et que ça bouleverse, ça bouscule un peu les habitudes, donc les voisins, mais tout l'accompagnement, chambres, organismes de développement, de recherche, organismes économiques, des GOSCOP, ils sont souvent un peu frileux là-dessus et ils ne nous aident pas.
parfois au niveau familial également. Et puis, ça c'est revenu un peu dans la journée, une culture agricole qui est quand même très tournée vers le rendement, et pas suffisamment vers la marge nette, ce qui fait que il y a derrière la tête de chacun, ah ben oui, mais on va perdre un peu en rendement, donc je me lance. Vous le voyez pas, hein, mais ah oui, c'est juste au centre, il y a 2 cotylédons de colza. Ça, c'était chez moi. Hein. Mais il faut y croire, hein, ça c'est sûr. On est d'accord. Au niveau des freins agronomiques, c'est un système jeune, donc il y a encore plein de choses à perfectionner. Il y a aussi, on le voit, on le sait, on en parlait avec Christian, il y a tellement de pistes à ouvrir encore, on se dit il y a beaucoup à faire. C'est à la fois très motivant, un peu frustrant, parce qu'on ne maîtrise pas tout de suite, et du coup, même si on a fait de gros progrès et qu'on peut dire maintenant des gens qui se lancent avec plus d'assurance, notamment aussi parce que il y a quand même ces groupes qui permettent de se rassurer les uns les autres, ce n'était pas le cas il y a 15 ans, quand Christian par exemple s'est lancé, ou les vrais premiers qui se sont lancés, mais en même temps il y a quand même encore des trous dans les systèmes, en particulier sur les cultures de printemps, qu'on maîtrise moins bien, donc il y a encore des choses à inventer, à perfectionner, à optimiser, et c'est vrai que d'un point de vue agronomique, tout n'est pas calé. On en a parlé, sur les variétés, les travails de sélection, la gestion des ravageurs, la fertilisation azotée à faire évoluer. Donc on manque de données techniques. Le peu qui existe, il faut vraiment les chercher pour les trouver. C'est assez sporadique et dispersé, donc ça peut être compliqué. Et puis il y a de fait pas vraiment de ici ou là, on en connaît, on a quelques noms de conseillers techniques, mais il y en a vraiment trop peu. Ça c'est pour introduire la suite, c'est du colza, je ne sais pas si vous voyez bien. La suite, c'est les freins réglementaires. C'est du colza, c'est chez moi, j'ai fait quelque chose qui est défendu, c'est que j'ai fertilisé le colza. C'est la partie supérieure de la photo. Et très clairement, dans des systèmes qui ne sont pas travaillés, il y a un problème de minéralisation, d'azote disponible, et on a besoin de faire évoluer la réglementation, notamment la directive nitrate, donc les frais réglementaires, une réglementation limitante, non adaptée aux spécificités de l'ACS. Directive nitrate, il y a des dispositions limitantes, comme par exemple l'impossibilité de fertiliser les couverts, dont Sarah a parlé ce matin, l'impossibilité de fertiliser les cultures. Après le 1er septembre, chez moi, j'ai pas le droit de mettre d'azote sur le colza, alors même que je peux avoir des cultures qui patinent. J'aimerais bien les booster un petit peu, puis tout ce qu'elles ont pompé, si je les aide à développer un système racinaire, j'enclenche un cycle vertueux, voilà. Donc ça va dans le bon sens, mais bon, tout ça il faut l'expliquer, pouvoir le documenter, parce que l'administration elle dit oui, ça a l'air vrai ce que vous dites, je le comprends, en même temps vous avez combien de centaines d'essais pour confirmer que c'est vrai? On est un peu juste là-dessus, donc il y a beaucoup de travail d'explication là. Tout à l'heure, Erin parlait des conflits en termes de priorité environnementale, parce qu'effectivement, il y a des obligations d'enfouissement des lisiers au fumier. Chez nous, c'est ça aussi. Si on enfouit, on travaille le sol. Et expliquer que peut-être on peut faire différemment. Il y a tout ce travail-là. Au niveau de la PAC, il y a encore des aménagements, des choses qui ne sont pas reconnues dans la PAC, par exemple les doubles cultures ou les cultures associées, ou le fait de mettre de la luzerne dans son colza, on a une légumineuse, est-ce qu'on ne peut pas prétendre à dire, on a une culture associée, tout ça là, à la prime protéagée,
légumineuses, là-dessus, pourquoi pas. Il y a peut-être des choses à faire avancer. Et puis, on n'avait pas de MAE compatible avec l'agriculture de conservation des sols. Ça, bon, c'est en train d'être travaillé. Les semences disponibles qui ne sont pas compatibles, alors ça peut être rangé à la fois dans le côté agronomique, parce que la sélection pas faite ou pas bien, pas suffisamment faite, on va dire ça, par les semenciers sur des critères de plantes qui doivent mieux pousser dans des systèmes en agriculture de conservation des sols, voilà, ça c'est un manque. Mais aussi du côté réglementaire, c'est que le processus d'inscription des nouvelles variétés, il devrait ne pas faire que, ou ne pas reposer que sur des essais en labour, sans conditions limitantes. Voilà, il devrait y avoir des essais aussi dans des systèmes différents, comme ceux en travail du sol avec une couverture permanente. Et puis, au niveau réglementaire, la lutte contre les ravageurs, là, il y avait vous avez vu que François ce matin s'est un peu tourné directement vers moi quand il a parlé de campagnol. Il y a un point là particulier, effectivement, la difficulté de gestion, notamment des campagnols, avec une réglementation qui est extrêmement contraignante et qui fait que, hors travail du sol, c'est difficile de gérer des cumulations de campagnols. Voilà. Les freins économiques, il n'y a pas de soutien réel envers ce modèle agricole que nous, on qualifie de durable, et on explique pourquoi. Il y a peu de données économiques, réellement. Alors, c'était intéressant, moi j'ai trouvé ce matin d'entendre des chiffres sur, ben voilà, moi concrètement, voilà ce que ça m'apporte. Et j'ai les mêmes remarques de ma comptable quand elle présente les résultats. En général, enfin, tous les ans, elle est un peu étonnée. On va se dire, ah ben oui, ben, je ne pensais pas que vous alliez arriver à être dans le top du groupe. Parce que dans son a priori, on utilise plus d'intrants, et puis on ne va pas avoir des résultats en termes de rendement. Voilà. Ben, elle est en train un peu de changer de vision, à force, mais ça prend du temps. Hein. Mais effectivement, on manque un peu de données économiques qui permettent d'asseoir les résultats. Et ça, la PAD aussi va essayer de travailler là-dessus. Bon, manque d'accompagnement des agriculteurs dans leur investissement humain et financier, ça veut dire qu'il faut, et c'est au niveau économique, il faut des structures avec des conseillers qui accompagnent, qui animent, voilà, et que ça demande de l'argent. On ne demande pas forcément des soutiens directs aux agriculteurs, à voir, mais par contre, un accompagnement financier pour animer les groupes, et pour former, ça c'est une vraie difficulté aujourd'hui. Le dernier point, bon, on peut se projeter un petit peu et dire pourquoi pas effectivement réussir à valoriser des produits issus de l'agriculture de conservation des sols. Donc voilà ce qu'on a proposé, notamment au ministère, dans les leviers. Voilà ce sur quoi on pense qu'on peut travailler, c'est obtenir une reconnaissance de l'agriculture de conservation des sols avec une définition claire et qui soit partagée, et puis adapter les réglementations pour faire sauter les verrous. Je parlais de directive nitrate, il n'y a pas que ça, notamment avec peut-être un droit à innover qui permette, avec des justifications, il ne s'agit pas de demander à faire n'importe quoi, mais de pouvoir dire, moi j'ai une pratique un peu différente, mais autorisez-moi de la faire, jugez-moi après 2-3 ans, mais qu'on ne se mette pas des barrières en disant a priori c'est pas possible. Il faut effectivement des programmes de recherche plus adaptés et dédiés vraiment, qui permettent de diffuser des résultats. Il y a des choses qui bougent un petit peu. Le quatrième point, ça c'est un petit peu l'Arlésienne, je ne sais pas si on peut dire ça, mais ça serait effectivement bien, comme
comme peut-être aux États-Unis, avec des programmes de crédit carbone peut-être, ça en fait partie, mais la rémunération des services écosystémiques, biodiversité, qualité de l'eau, lutte contre l'érosion, stockage de carbone. Comment on pourrait mettre une récompense à ceux qui vont dans le bon sens? C'est des grands chantiers, ça demande du temps. Ça, c'est clair qu'on est sur du moyen long terme, mais ça se travaille dès maintenant. C'est pas parce que c'est un horizon un peu plus loin qu'il ne faut pas déjà y réfléchir. Le cinquième, moi j'y tiens, encourager ceux qui se lancent. Quand je disais, on ne demande pas forcément de l'argent pour les agriculteurs qui se lancent. Par contre, on propose qu'il y ait un filet de sécurité, qui soit, écoutez, j'hésite à me lancer. Je discutais avec un agriculteur tout à l'heure qui me dit, moi je pense que c'est bien, mais j'ose pas parce que j'ai quand même peur de, je voudrais pas me planter. Ça se comprend, hein. Mais comment on peut arriver avec un système? Aujourd'hui, c'est pas possible, hein. Hors MAE, il n'y a rien de possible, mais demain, dans une future PAC, pourquoi pas, dire, on prend en charge vos pertes de rendement, si pertes de rendement il y a uniquement, perte de revenus, voilà. Donc, un système assurantiel. Simplifier les mécanismes existants, ça c'est sur la... Ça va, Jean-Pierre, j'en ai plus beaucoup. Une minute, nickel. Les mécanismes existants, c'est sur la constitution des groupes, et c'était par rapport au GIE2E notamment. Bien mettre les agriculteurs, quand on dit valoriser l'expérience de terrain dans l'offre de formation, on voit l'importance de l'expérience des agriculteurs dans l'échange, dans le partage d'informations. Donc il faut réussir à structurer cet effort-là et à le mettre en avant. Bon, voilà, les points, on a déjà parlé un petit peu. Allez, dans les 5 axes, si on veut gagner du temps, ça reprenait tout ça. Donc, voilà, est-ce que c'est bon? Je les affiche. Merci. Merci beaucoup, Benoît. Donc, effectivement, le temps est écoulé, le temps qui était dédié à ton exposé et aux échanges avec la salle. Ceci dit, on va quand même prendre le temps de 2 ou 3 questions avant de passer au dernier temps de la journée. Jean-Claude. J'avais pas forcément de questions, c'était plus pour aborder un peu dans votre discours, notamment sur l'agriculteur ne raisonne pas à marge nette, mais on est encore dans la culture du rendement. Et sur le modèle des années 60, où finalement la population crevait de faim, littéralement, et aujourd'hui on est plutôt en train de gérer des excédents de production agricole, du moins en Europe. Si, quand même. Enfin, je veux dire, le prix des céréales, je ne pense pas qu'il ait trop augmenté cette année, et s'il a baissé autant, c'est que malgré tout, la production mondiale est un peu excessive. Donc, et je pense que la force de ces systèmes-là, c'est avant tout la marge nette. Et pour rebondir un peu aussi sur les essais menés en soja biologique du SA qu'on nous a présenté, on réduit tout à la productivité en quinto-hectare de soja. Et on n'a pas forcément comparé en labour le nombre de minages, le coût du travail du sol qu'il y a eu. Donc, je crois que Erin l'avait dit quand même en disant, même si elle n'a pas donné de chiffres, elle a dit oui, mais en labour, il y a eu au moins 7 passages, ça a coûté cher, même s'il n'y a pas de chiffres. Et puis Ricardo a bien insisté là-dessus en disant qu'il faut qu'on sorte de la réflexion uniquement autour du rendement et qu'on parle de résultats, de revenus, il me semble. Ensuite aussi, vous disiez qu'en France on était un peu embêté par la directive nitrate. Erin l'a mentionné aussi qu'aux États-Unis, dans les régions d'élevage, ils parlaient de phosphore et pas forcément de nitrate. Et en France, visiblement, les algues vertes, c'est uniquement du nitrate. Donc on voit que quand même aux États-Unis, ils sont peut-être un peu plus pragmatiques que nous sur cet aspect-là aussi. Voilà. C'était pas une question, vous l'aviez dit, hein. Jean-Claude. Oui, Jean-Claude Delajousse, donc agriculteur à
semi-direct, travail simplifié, surtout non-labour et non-bouleversement de choses depuis 1998. Et moi, je voulais revenir pour parler de la pâte qui est bien implantée en France. Je vais parler quand même d'une structure qui s'appelle la OCSOL, qui existe quand même dans les Midi-Pyrénées. Je suis très attaché moi, au développement local. J'ai été impliqué dans les climats locaux, j'ai été impliqué dans les GVA locaux. Et donc en 1998, au sein de la CUMA, on a pris la décision d'un coup de tête comme ça de répartir le semi-direct, on a acheté la fameuse fraise. Alors, très vite, au bout de 2 ans, il a fallu qu'on se rende compte qu'on est passé au phénomène au travail découvert, un travail sur les couverts végétaux. Et il y a eu tout au long du regard extérieur et des comportements vis-à-vis de nous. On entendait des critiques, un jour, un agriculteur qui m'a trouvé me dit « Tu sais ce que vous faites, c'est pas trop mal. Est-ce que tu nous prêterais le semoir pour faire je crois que c'était du sorgho fourragé au printemps ?» Oui, pas de problème, mais on n'a pas suivi. Et il est parti faire du sorgho fourragé dans des clous de pieds de vache, dans de l'eau, donc ça n'a pas marché. Puis c'est resté là, donc... Et dernièrement, Jean-Pierre, tu as passé les photos, tu as passé une photo c'était moi qui étais dans le tracteur. Un adhérent de la CUMA vient me trouver, il me dit, voilà, est-ce que tu peux venir avec le semoir me faire du triticale dans du sorgho fourragé? Moi je dis oui. Et pour moi, l'idée d'aller semer du sorgho fourragé, c'est un sorgho fourragé qui aurait été packagé, où il restait quelques résidus. Quand je suis arrivé là, le sorgho fourragé, il est passé à la cabine du tracteur. Et on est parti là-dedans. Moi, le premier, je me suis posé des questions de semer là-dedans. Mais j'ai pensé à des films que j'avais vus sur le Brésil, ça doit être sans doute possible. Quoi. Et puis on l'a fait. Et résultat de l'opération, il est sorti, je crois, une cinquantaine de quintaux en triticale. Et aujourd'hui, dans le groupe, dans les voisins, il se passe des choses. Il se passe des choses qui font qu'on le voit différemment, on se pose des questions et on a envie d'avancer parce qu'il y a la gestion du temps qui intervient chez les gens. La gestion du temps et les coûts de la mécanisation. Quoi. Alors, je crois qu'il y a des stratégies à avoir de développement et je veux rappeler que quand on a fait la OCSOL, on l'a faite sous l'égide avec les chambres d'agriculture. On a pu travailler avec. Lorsque moi je suis rentré à la chambre d'agriculture, qu'on a voulu parler de semi-direct, heureusement qu'on n'a pas voté au sein de l'Assemblée, parce qu'on aurait été 3 à voter pour. On l'a fait passer à tous. Résultat de l'opération, il y avait quand même 60-70 agriculteurs sur le département qu'on voyait, où on faisait des rencontres de monde de chambre. Et aujourd'hui, ça a évolué, il y a c'est ça. Se lancer aujourd'hui dans le semi-direct, c'est beaucoup moins compliqué qu'il y a une quinzaine d'années. Donc, il faut des accompagnements et il faut que tout le circuit que l'on a autour de nous, les chambres d'agriculture, les associations, les coopératives, c'est important parce qu'aujourd'hui, dans ma corps, il faut faire des couverts, on a mis quelqu'un de super costaud, tu vas voir, ça va être impeccable. Ah ouais, attention, on va vendre des couverts. C'est la première chose qui est dans la tête des gens. Donc cet accompagnement, il faut le faire. Je crois que cette journée d'aujourd'hui, j'en parlais ce matin avec Guillaume Dubois, elle est importante. Je crois qu'il faudra continuer à les avoir, qu'il faudra les structurer, qu'il faudra aller beaucoup plus loin. Et sans aller dans des lieux, parce que Toulouse n'est pas tellement accessible pour les agriculteurs, sans aller dans des lieux où justement les agriculteurs puissent participer, s'en appeler avec eux. Et on a un travail énorme à faire, parce que 1% en France, on a tout devant nous, hein. On n'a rien derrière. Bon, un parti politique qui dit, bon, je suis à 50%, il a 20% de perte derrière. Tandis que nous, on n'a rien de perte derrière, on a tout devant. Donc on a un boulot énorme à faire encore. Voilà. Et je rappelle l'existence de l'OCSOL. Tu as raison. Bien, je propose que cette phrase, on a un boulot énorme à faire, ça soit le mot de clôture de cette cette partie de l'après-midi.